Donc effectivement, moi je suis le docteur Lefebvre, ici le docteur Legrand, donc on a effectivement 2 réanimateurs de l'hôpital d'Aix et également médecin coordinateur de prélèvement d'organes. Donc moi, on va vous parler au final du protocole Maastricht 3. Donc c'est une nouvelle technique de prélèvement d'organes qui est nouvelle chez nous parce qu'on vient à peine d'avoir l'agrément il y a à peu près 2 mois, mais qui existe depuis à peu près déjà 10 ans je crois, en France et un peu plus précocement dans d'autres pays. Donc moi, je ne vais pas vous demander d'adresser vos patients. On va vous parler éventuellement d'une évolution possible de vos patients. Le lien qu'on aura avec vous, ça sera par contre un lien téléphonique pour essayer de préciser les antécédents de vos patients et effectivement rechercher d'éventuelles contre-indications au prélèvement de ce type-là. On va tout d'abord revenir sur la classification de Maastricht. Très rapidement, ne vous inquiétez pas. C'est une classification qui permet de classer les différents types de morts, on va dire. Donc classe 1, c'est des patients qui font un arrêt cardiaque chez eux, qui sont retrouvés morts en dehors de tout contexte de prise en charge médicalisée. Donc du coup, c'est des patients qui sortent complètement de ce cadre-là. Classe 2, c'est des patients que nous ne faisons pas à Aix-en-Provence, que certains centres font, notamment l'hôpital Nord, mais qui est dans un contexte extrêmement compliqué. Un patient qui est en arrêt cardiaque avec des secours qualifiés sur place, mais qui ne retrouvera jamais de récupération hémodynamique et qui du coup sera amené sous planche amassée vers l'hôpital le plus proche. Et si on pense à un éventuel Maastricht 2, sera donc orienté directement vers l'hôpital Nord pour éventuellement réaliser donc un prélèvement d'organes avec un patient qui restera sous planche amassée, avec la famille qui sera essayée d'être contactée le plus rapidement possible, vue rapidement par les réanimateurs et rapidement proposée à un don d'organes. Donc dans un laps de temps qui est extrêmement court, donc très violent pour tout le monde, les soignants et la famille. Donc ça reste assez anecdotique et avec des résultats en plus sur les greffons qui sont vraiment très médiocres. Classe 4, personne en mort encéphalique. Donc ça, on va dire, c'est notre classique, on va dire, de prélèvement d'organes. Et le classe 3, donc celui dont on va vous parler, c'est des patients, en fait, pour lesquels la mort survient dans les suites d'une décision d'arrêt des traitements en réanimation. Donc après un certain laps de temps en réanimation, avec un patient qui est gravement neurolésé, mais qui ne passera pas en mort encéphalique. Du coup, 2 cas différents, comme je disais, mort encéphalique classique, on va dire, des patients qui sont à cœur battant, et mort par arrêt circulatoire après arrêt des thérapeutiques actives. Donc c'est un patient chez qui on va faire un arrêt des traitements comme on fait assez régulièrement en réanimation et chez qui derrière va partir la procédure de Maastricht 3. Donc d'abord, quand on dit la presse, effectivement, pour rester local, la Provence nous encense toujours. Hein. Donc greffe d'organes en hausse grâce à des prouesses médicales. Effectivement, importance des tissus pour reconstruire le cœur. Donc effectivement, on parle d'organes, mais également de tissus qui prennent de plus en plus de place dans notre pratique. Ensuite, effectivement, il y a le monde donc, qui parle de la pénurie, donc la nécessité de trouver des nouveaux donneurs d'organes, et qui du coup revient bien évidemment sur la pandémie, qui a clairement freiné notre pratique, d'autant plus que de toute façon, nous n'avions plus de place, nous n'avions plus les patients, nous n'avions qu'un seul type de patient, donc on ne s'était même pas posé la question. Il y a eu une modification de la loi sur le don d'organes en 2017, donc qui globalement redit exactement la même chose que celle d'avant, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir sur les 3 grands principes de la loi de bioéthique: consentement présumé du patient, gratuité et anonymat du don, et précise par contre les 3 modalités de refus. Donc le RNR, c'est le registre national des refus. Les patients peuvent le faire par écrit avec leur médecin traitant, c'est encore mieux. Et ils peuvent le faire également par communication orale avec leur famille. Ça, c'est le plus gros problème pour nous. La petite modification qu'il y a en plus, c'est effectivement les familles qui nous rapportent la position de leurs proches sont maintenant obligés d'écrire et de signer un papier comme quoi ils valident le fait que leurs proches n'étaient pas pour le prélèvement d'organes. Ça a permis de débloquer certaines situations et de basculer sur un prélèvement derrière. Donc pourquoi développer le M3 ? Simplement en haut en fait, vous voyez donc la ligne rouge qui correspond au nombre de nouveaux inscrits par an sur les listes de greffe. Donc bien sûr avec la petite chute en lien avec le début de la pandémie. En gris, ça correspond au nombre de patients greffés dans la totalité. Pareil, ça a chuté malheureusement pendant la pandémie. Et en bleu surtout, la plus importante, c'est le nombre de patients qui sont morts sur liste d'attente de greffe. Donc la nécessité, elle est clairement là. On a des organes qui sont disponibles, mais qui malgré tout ne sont pas forcément prélevés ni greffés derrière. Et on va dire que c'est essentiellement sur une mauvaise communication encore à l'heure actuelle
et des refus famille assez fréquents, aux alentours de 40-50%. Donc l'activité M3 en France est considérablement développée. Très anecdotique au début des années 2010, on va dire, et maintenant on est actuellement, encore je ne suis pas à jour, maintenant on est à 46 centres en France. C'est encore pas phénoménal, mais ça augmente de manière assez quasiment exponentielle. Ensuite, effectivement, il y a de plus en plus d'organes qui sont donc prélevés en M3, également greffés un petit peu moins à cause de la pandémie, et donc toujours de plus en plus de recenser également dans ces différents centres. Au CHIAP, bien sûr, on a fait une étude de marché, hein, bien sûr, avant de se lancer dans un truc qui était aussi compliqué à mettre en place que ces procédures M3. On a regardé si on avait le patient en fait, qui pourrait être éligible à cette nouvelle procédure. Donc on a regardé les patients qui rentraient dans les critères d'inclusion dans le protocole M3 depuis 2016, et on a vu qu'on avait à peu près une dizaine de patients qui pouvaient rentrer dans ce cadre-là. On prend en compte évidemment les 50% de refus, donc on partait sur à peu près 5 patients par an. Ce qui justifiait dans tous les cas de mettre en place ce protocole, puisqu'on a actuellement entre 10 et 15 patients en mort ésophagique qui aboutissent à un prélèvement de greffe chez nous. Donc ça permettait de clairement augmenter notre activité. Donc là, bien sûr, les problèmes commencent. Donc on a commencé les différentes démarches nécessaires pour avoir l'agrément M3. Donc il y a plusieurs composantes. Il y a l'agent de biomédecine, bien sûr, qui est notre relais, la CME, notre service, la direction, et tout ça, la rédaction des différentes procédures prend à peu près 1 an, jusqu'à la signature de la convention qui aboutit fin décembre. Et donc, début février, on a eu la signature, la signature finale, et donc l'autorisation de commencer les prélèvements M3, et 2 mois après, donc on a pu faire la semaine dernière notre premier Maastricht 3, avec quelques photos que je vous montrerai à la fin, pour juste montrer parce qu'on est extrêmement fiers de ce qu'on a mis en place et qu'on a enfin abouti à notre premier prélèvement. Donc les particularités de ce type de prélèvement par rapport aux dons d'organes, on va dire classiques de sujet mort-encéphalique, donc c'est en termes d'organes foie, rein, poumon pour l'instant. On verra par la suite ce qui est possible de faire en plus, donc pas de pancréas, pas de cœur, pas d'intestin. Au niveau des tissus, donc peau, os, vaisseau, valve, cornée. Donc pareil, avec une multitude de possibilités derrière pour nos chirurgiens. Quel type de patient? Donc effectivement, comme je vous disais, c'est des neurolésés graves, mais sans signe de mort encéphalique. Donc c'est des patients qui viennent chez nous qui voient le tunnel, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc il y a des AVC hémorragiques, le plus fréquent, des AVC ischémiques, bien évidemment, des arrêts cardio-respiratoires récupérés, mais qui aboutissent à des lésions d'anoxo-ischémie avec des patients qui ne récupéreront jamais de vie relationnelle suffisante avec ce qu'on pourrait dire des Glasgow 4-5, des POSI relationnels, et bien sûr des génies comme lui qui sont capables de faire du scooter avec, effectivement, en sortant du bloc opératoire. Donc tout ça, en fait, va aboutir, lorsque le patient rentre dans la filière de procédure M3, à, en gros, sur 3 jours, l'intégralité de cette procédure-là, donc avec une étanchéité entre les réanimateurs et la coordination. C'est-à-dire que dans ce cas-là, nous deux, on n'intervient pas dans la décision de limitation des patients. C'est-à-dire c'est une décision propre au réanimateur, et nous, clairement, il y a un conflit d'intérêts, donc on n'intervient pas là. Donc il y a une vraie étanchéité des filières. Les réanimateurs font leur réunion de l'ATA, vont voir les proches, informent les proches de cette décision, et à ce moment-là, vont informer la coordination, savoir si le patient est éventuellement éligible à cette procédure M3. On cherchera bien évidemment une non-opposition du patient, en se rapprochant de la famille, bien évidemment. Ensuite, on va mettre en alerte l'agence de biomédecine. On va faire différents prélèvements pour être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication d'emblée du patient pour cette procédure-là. Vérifier l'éligibilité et la qualification des greffons. L'avantage, en gros, c'est contrairement à la mort encéphalique, on va pouvoir d'emblée savoir quels sont les organes qui sont prélevables et les attribuer directement à un patient qui est en attente de greffe. C'est-à-dire que si les greffons ne sont pas attribués, on n'ira pas jusqu'à la fin de la procédure juste pour aller opérer le patient. C'est uniquement si, en gros, foie et rein sont attribués à un patient qui l'attend. Ensuite, il y a le briefing. Donc ça, pareil, vous verrez, c'est une procédure qui est très stricte en termes de timing, puisqu'en gros, on fait un arrêt circulatoire du patient et derrière, on doit mettre rapidement une machine pour reperfuser les organes. Donc le briefing, voilà, il y en a un à la veille, un le matin même. On fait des réunions avec toutes les personnes qui sont concernées par cette procédure.
Donc les réanimateurs bien évidemment, le bloc opératoire, la radio, la chirurgien, les anapathes, la coordination, l'agent de biomédecine, les différents transporteurs. On rappelle le déroulé de toute la procédure et le timing. On va vérifier bien sûr donc la disponibilité de chacun, du matériel également. On va redéfinir les différents rôles, prévoir l'heure de l'arrêt thérapeutique, parce que c'est à ce moment-là, ce timing-là qui va déterminer tout le reste de la procédure. On vérifiera si les proches veulent être présents ou pas. Dans notre première procédure, les proches ne voulaient pas être là. Donc, clairement, ça nous a simplifié la première fois. Mais par la suite, il faudra bien évidemment prendre en compte les proches et articuler autour de leur deuil. Et donc, après, on fixe une heure prévisionnelle du bloc. Ensuite, l'arrêt des thérapeutiques actives. Donc, comme je vous disais, c'est des pratiques qu'on fait régulièrement en réanimation. Des patients qui sont beaucoup trop avancés dans, on va dire, dans la réanimation, avec une impossibilité de récupérer une vie relationnelle et une vie, même une qualité de vie suffisante derrière. Et donc, on a revu à cette occasion-là nos arrêts des thérapeutiques, avec effectivement une extubation, chose que nous ne faisions pas forcément avant, mais maintenant que l'on fait pour, en gros, diminuer la période agonique. Parce que vous verrez que ça a un impact très fort dans le suivi de la procédure. Donc, comme je disais, en pratique, que fait-on? Briefing, checklist. On voit les familles, on voit s'il y a les familles qui veulent être proches et à quel moment. Elles seront toujours entourées par les médecins coordinateurs, par les infirmières coordinatrices, par les infirmières, les soignants qui connaissent le patient depuis généralement au moins une semaine. Ensuite, on débute les sédations, on extube le patient et on attend la période de no-touch. Donc en gros, à côté, pendant ce temps-là, parce que comme je vous disais, en fait, la procédure inclut ce qu'on appelle une CRN, c'est une circulation régionale normothermique. En gros, c'est une ECMO qu'on met en place avec un ballonnet d'occlusion qui empêche en gros le sang qui est réinjecté au niveau de l'aorte de repartir vers l'étage subidiaphragmatique et de faire repartir le cœur. Ce qui, dans ce cas-là, bien sûr, arrêterait toute procédure. Donc, à ce moment-là, le réanimateur ici présent est en place pour mettre la CRN avec 2 chirurgiens vasculaires qui attendent également à côté de lui. Et on débute donc l'arrêt des thérapeutiques actives. Effectivement, on voit la phase agonique qui est maximum de 180 minutes. Si on dépasse les 180 minutes, la procédure s'arrête. Et une autre phase importante, c'est quand la pression artérielle moyenne descend en dessous de 45. Dans ce cas-là, commence l'ischémie chaude fonctionnelle et on a un temps qui se réduit considérablement. En gros, pour le foie, pour prélever un foie, il faut qu'elle soit de 45 minutes au maximum. Donc à ce moment-là, il faut que l'arrêt des thérapeutiques amène à l'arrêt circulatoire très rapidement, parce que entre cette phase-là et la mise en place de la CRN, il ne reste que 45 minutes. Donc en gros, il faut que le patient décède rapidement. On respecte les 5 minutes, on ne touche pas le patient, et après on met en place les circulations extracorporelles. Et donc pendant cette période de no-touch, donc plus personne ne touche le patient, la famille peut rester auprès du patient. On interroge le refus national, le registre des refus, pardon, je vais y arriver. Registre national des refus, merci. On fait sortir la famille aussi au bout d'un certain temps, parce qu'il va falloir à un moment qu'on se mette en place pour la CEC, et donc on fait entrer l'équipe de CRN. Et ensuite, voilà, c'est ce temps-là où, pour le dernier patient, on avait finalement 22 minutes pour la mettre en place. On a réussi à la mettre sans écueil, on a eu la chance pendant 18 minutes. Le temps était très compté parce qu'au final, on voit que dans le retour qu'on a des différents centres de M3 en France, on a une perte de patients au cours de la procédure qui se fait quasiment à chaque étape. Au départ, les recensés, patients qui sont signalés par l'AREA à la coordination, il y a, comme je vous disais, à peu près 40-50% de refus. Après, il y a des patients qui, entre-temps, décèdent, on va dire, sans notre intervention. Ensuite, il y a des problèmes lors de l'éligibilité. Effectivement, on fait des body scanners et on tombe par hasard sur une contre-indication primaire avec une énorme tumeur en plein milieu qui contre-indique tout le reste de la procédure. Ensuite, le problème, c'est les phases agoniques. Quand la phase agonique est trop longue, dans ce cas-là, on sort des critères d'ischémie, donc on doit arrêter la procédure. L'échec de la mise en place de la CEC, pareil. Et après, au bloc opératoire également, il peut y avoir des surprises, on va dire, en péropératoire qui contre-indiquent la poursuite. Après une heure de fonctionnement de la CRN, donc ça, voilà, c'était notre patient qui était prêt avec les machines en place, donc prêt à descendre au bloc opératoire, où effectivement, les chirurgiens sont arrivés, les réanimateurs anesthésistes attendent patiemment, le foie est explanté, donc là, prépare
Les chirurgiens préparent le foie avant de le transporter donc, à l'hôpital de la Timone, parce que les chirurgiens sont forcément des chirurgiens marseillais, que ce soit les uros ou les hépatos. Et après, nous, on se remet quand même au boulot, parce qu'à ce moment-là, on a prélevé les saphènes chez cette patiente-là. Donc, on a donc fait les saphènes et on a fait également les cornets par notre coordinatrice. Donc, les points clés pour les meilleurs greffons, des donneurs plus jeunes, première greffe pour les receveurs, avec un meilleur résultat, des critères d'ischémie stricts, et une perfusion des organes en post-mortem avec la CRN et une préservation ex vivo. C'est-à-dire que finalement se développe de plus en plus de machines incroyables qui permettent de mettre en fait les organes sur machine. Donc machine à perfusion rénale, ça fait longtemps qu'on l'a. Maintenant il y a pour le poumon et au milieu il y a le cœur. Donc on va voir si ça marche. Donc effectivement ils mettent le cœur sur machine, ils canulent, ils amorcent avec du sang et ils laissent le cœur comme ça rebattre directement, juste avec une pichenette, peut-être une pichenette. Et il peut voyager. Et après, il part effectivement rejoindre le patient directement à l'hôpital receveur. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter quelque chose à ce que disait Laurent. Pour la médecine de ville, vous devez vous demander un petit peu qu'est-ce que vous venez faire là-dedans, mais vous faites beaucoup de choses parce que ce que disait Laurent, on a beaucoup besoin des médecins traitants dans une procédure de don d'organes parce qu'on recherche les antécédents du patient, on recherche le suivi de ce patient. Parce que vous avez des cas où, par exemple, on peut retrouver un cancer, ce n'est pas forcément une contre-indication, mais il faut des prérequis, à savoir un cancer qui ne parle plus depuis 5 ans, avec un suivi, etc. Donc là, on a besoin beaucoup des médecins traitants de la ville, donc pour nous renseigner sur les antécédents. Et d'autre part, votre rôle aussi est important parce que nous avons eu plusieurs fois le cas où des familles, quand on leur posait la question, nous demandaient un temps de réflexion et en nous disant on va en parler à notre médecin traitant. Donc on a besoin aussi de votre aide dans ces cas-là pour aller toujours dans le sens du prélèvement d'organes. Donc à 2 niveaux, au niveau des antécédents et aussi pour encourager, entre guillemets, les familles à accepter le fait d'avoir un de leurs proches dans une filière de prélèvement d'organes. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation.